merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes la présidente du Front National. On parlera également de votre opposition dans la liste d'Hénin-Beaumont. L'actualité, c'est l'affaire Buisson, les écoutes différentes celles-ci, mais les écoutes tout de même. L'affaire Copé, comme a titré Le Point il y a quelques jours. Est-ce que, comme d'aucuns ou certains observateurs le disent, tout ceci, le rejet des Français pour les politiques, comme on le voit dans des sondages assez inquiétants, est-ce que tout ceci est votre terreau ? Ah, c'est gentil de poser la question, car ça veut dire qu'on représente objectivement l'espoir de rompre avec ces affaires, avec ces méthodes de gouvernement. Objectivement, c'est quand vous voyez des affaires comme ça, vous vous dites voilà ce qui va nous amener des électeurs. C'est gentil, ce serait logique d'ailleurs, car les électeurs ont envie qu'il soit fait de la politique autrement. Or, il faut bien dire que cette classe politique est un peu la victime d'elle-même. Elle a pendant des années contribué à effondrer les valeurs traditionnelles dans notre pays. Les valeurs de loyauté, de droiture, de vérité, d'honnêteté. Souvenez-vous, hein, c'était très moderne d'avoir une ambition cynique, les calculs, les trahisons, arriver à tout prix. Tout le monde était fasciné devant cela. Or, les valeurs traditionnelles dont je parlais tout à l'heure, ces valeurs morales, moi j'ai pas peur de le dire, sont le socle sur lequel s'est construit notre grand pays civilisé. Dans votre histoire du Front National, vous avez eu ce même type d'histoire. On se souvient de l'affaire Maigret, il y a eu des trahisons, il y a eu des scissions. Il n'y a qu'une différence, c'est comment on réagit. Car après tout, l'homme est homme. Et par conséquent, il peut se laisser aller à commettre des trahisons, à commettre des malhonnêtetés. La question, c'est comment réagit le mouvement politique face à cela. Or, le Front National a toujours réagi de la manière la plus ferme qui soit. Quand il s'est trouvé face à des brebis galeuses, il les a écartées. Alors qu'on a le sentiment que l'UMP et le PS ne cessent de protéger ces comportements et même de les glorifier. Regardez le PS qui a gardé dans ses rangs pendant des mois et voire même des années, des gens comme Sylvie Andrieux, alors même qu'elle était condamnée à de la prison ferme, ce Guérini, et j'en passe et des meilleurs. Et regardez l'UMP, où le plus important, c'est de tenter de préserver une unité de façade pour gagner les élections. Ben, nous, quand on a eu une difficulté avec M. Maigret, on s'est séparés au moins. On s'est séparés, les choses étaient claires. Les élus municipaux, justement, qui ont eu des histoires avec la justice, les élus Front National, vous êtes séparés de tous ? Mais bien sûr, et non seulement on s'en est séparés, monsieur, mais Jean-Marie Chevalier, ce sont les conseillers municipaux Front National qui ont entraîné sa chute. Vous voyez. Alors, donc... J'allais mettre en perspective justement votre situation par rapport aux affaires qui agitent la droite dite républicaine, mais j'aimerais une clarification, parce que quand je préparais cette interview, je me suis dit finalement, j'ai du mal à vous classer, pardon. La position du Front National sur l'échiquier politique aujourd'hui, vous réfutez le terme d'extrême droite, votre électorat, disent tous les sondages, est de plus en plus ouvrier. Quelle est votre position? Où vous mettre sur l'échiquier politique? Vous ne voulez pas être à l'extrême droite, vous n'êtes pas dans la droite dite républicaine, vous n'êtes pas chez les socialistes, vous n'êtes pas à gauche, vous êtes où? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je ne suis pas républicaine. Dans la droite républicaine, ce qu'on appelle la droite républicaine. Non, parce que vous avez en réalité une fausse fracture sous les yeux. Vous avez une fracture droite-gauche qui n'existe plus depuis bien longtemps. C'est une fracture artificielle. Il n'y a plus cet éventail. Vous voyez bien que l'UMP et le PS sont d'accord sur toute une série de grandes options. Ils sont d'accord en matière internationale, ils sont d'accord sur l'Union européenne, ils sont d'accord sur la politique économique. Il y a une différence entre le libéralisme et le socialisme. La vraie différence, elle est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. C'est-à-dire, elle est entre les mondialistes, ceux qui pensent que la nation est un concept dépassé, les frontières un concept dépassé, le patriotisme un concept dépassé, et ceux qui pensent que la nation est la structure la plus performante. Donc nous sommes un grand mouvement patriote qui justement sommes là pour rassembler les Français, d'où qu'ils viennent, sur cette grande idée, de nation. Fierté nationale contre les conceptions socialistes ou libérales, c'est la définition de l'extrême droite. Non, nous ne voulons pas de l'ultra-libéralisme et nous ne voulons pas de l'ultra-socialisme. C'est la définition de l'extrême droite. Non, pas du tout. C'est contre le libéralisme, contre le socialisme et pour ce qu'on va appeler la fierté nationale. Absolument pas. C'est le Larousse. Absolument pas. L'extrême droite, c'est sa spécificité, c'est d'abord le rejet de la démocratie. Pour beaucoup d'entre eux, ils considéraient que la démocratie ne valait
pas le coup et qu'il fallait en réalité un pouvoir autoritaire. Ils sont contre la multiplicité des partis, ils sont contre le processus démocratique. Ça n'est pas du tout notre cas. Nous sommes les plus grands démocrates de France, puisque nous sommes pour le référendum d'initiative populaire et nous sommes pour la proportionnelle, qui est le summum de la démocratie dans un pays. La préférence nationale, c'est démocratique aussi? Ça fait partie de la démocratie pour Bien vous? sûr, la priorité nationale, ça fait partie de la démocratie, bien entendu. Écoutez, on peut tout dire de la Suisse, mais on ne peut pas dire que la Suisse ne soit pas un pays démocratique. C'est même un pays qui, en général, est salué pour son fonctionnement démocratique. Et ils viennent de décider Pas mettre en récemment, place... ça n'a pas été salué, au contraire. Il y aura même sans doute des sanctions, Non, ou en tout cas des remises en cause des accords c'est- avec l'Europe à cause de ce vote justement qui n'est pas considéré comme démocratique. Non, c'est pas parce qu'il n'est pas considéré comme démocratique, c'est parce que il remet en cause les règles démocratiques de l'Europe. Non, c'est faux, c'est parce qu'il remet en cause les dictats de l'Union européenne. Enfin, vous pouvez le voir comme ça. En aucun cas, parce qu'on remet en cause le système démocratique. Or, ils viennent de décider de la priorité nationale qui est appliquée dans beaucoup de pays du monde et qui, je le rappelle, parce qu'elle est souvent caricaturée, consiste non pas à faire une différence entre les Français, mais à donner un avantage aux Français, une priorité d'accès à l'emploi ou au logement social face à des étrangers. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les étrangers ne peuvent pas y accéder, mais à compétences égales, on prend d'abord un Français avant de prendre un étranger dans l'emploi. Donc je vous demande toutes ces clarifications parce qu'il y a une élection très bientôt et les gens doivent savoir, justement, comprendre. Bien donc, sûr. Pas de libéralisme à outrance, pas non plus de socialisme, mais une troisième voie qui n'est pas une voie d'extrême droite. Voilà, la défense de l'économie de marché, de la libre entreprise, mais dans des règles qui sont des règles du jeu données par un État stratège qui est là pour défendre l'indépendance de la nation. Et qui vont jusqu'à des idées qui sont à l'encontre, on l'a dit, des positions européennes. Vous l'assumez comme la préférence nationale. Mais j'assume clairement mon opposition au diktat européen. Ça va être même le centre de la campagne que je vais faire pour les élections européennes. Cette Union européenne, elle nous vide de notre processus démocratique. Elle nous interdit la maîtrise de nos frontières. Une Europe élue démocratiquement, vous le reconnaissez quand même, légitime. Ce qui se passe à Strasbourg et ce qui se passe à Bruxelles. Non, monsieur, je le conteste formellement. Les députés européens sont élus légitimement et démocratiquement. Monsieur, je le conteste formellement. Avez-vous déjà oublié qu'en 2005, les Français ont dit non? Je parle des élus qui prennent des décisions à Bruxelles. Je vous parle de ce que les Français ont décidé à 55%. Ils ont dit non à la Constitution européenne. Et c'est par une forfaiture que les élus UMP et PS, contre la volonté du peuple, ont fait passer cette Constitution européenne. C'est aujourd'hui sous le règne de cette Constitution européenne que notre pays est à genoux, que son économie est ruinée, que son système de protection sociale s'effondre, que l'austérité est mise en œuvre, que notre identité n'est plus défendue, que nos frontières sont grandes ouvertes. On revient au municipal. 550 villes de plus de 1000 habitants, donc vous serez présent. On peut lire ça comme un succès, parce que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais vous n'êtes pas présent partout. J'aimerais comprendre comment vous analysez-vous le fait que vous ayez parfois des difficultés à trouver des candidats. Non, alors d'abord, personne n'est présent partout, monsieur. La réalité, c'est que les partis, bien souvent, se partagent entre eux, se partagent entre les listes. À toi, telle ville pour le PC, à toi, telle ville pour le PS, à toi pour l'UMP. Il y a aussi beaucoup d'endroits où l'UMP n'est pas présent, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc, nous avons fait un effort extraordinaire. Nous n'avions que 100 listes. C'est vrai que nous n'avons pas de sortants. Nous n'avons que 60 conseillers municipaux et nous n'avons pas de maire. Alors, c'est très difficile de courir la course avec un tel handicap. Et pourtant, nous la courons. Et je pense que nous allons obtenir de grands résultats. Ces 500 listes seront, lors des prochaines municipales, probablement 1500 ou 2000. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le développement d'une implantation locale pour un mouvement. Parmi les difficultés que vous avez eues à être présent partout, est-ce qu'il y a encore une gêne pour des individus à se présenter sous l'étiquette Front National? On l'a vu dans quelques reportages, disant dans ma ville, moi ça me gêne de m'afficher comme, oui, mais etc. pourquoi il y a une gêne? Parce qu'il y a des menaces. C'est ce que je vous demande. Parce qu'il y a des intimidations. Nous déposons plainte aujourd'hui dans l'Essonne contre des maires qui ont directement fait pression sur des colistiers, qui les ont appelés au téléphone alors que la liste n'était pas publiée, pour leur dire « Oh là là, mais vous vous rendez compte pour votre commerce, etc. etc. » Est-ce que ce sont des méthodes républicaines, ça, de la part de ces maires? Je ne le crois pas. Alors je pense qu'il faut, encore une fois, que ceux qui donnent des leçons de démocratie commencent à se l'appliquer à eux-mêmes. Car j'ai l'impression que c'est un peu la paille et la poutre. Libération faisait sa une il y a quelques jours en disant que le PS jouait avec le feu, justement en envisageant des triangulaires et de se maintenir dans des triangulaires, et faisait peut-être votre jeu. Vous pensez que
le Parti socialiste peut faire votre jeu dans ces municipales? Bah, c'était un bel aveu. À partir du moment où le Parti socialiste, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses dirigeants, admet, avant même le premier tour, que s'ils arrivent en troisième position, ils se désisteront au bénéfice de l'UMP et que de la Non, même c'est manière... l'inverse justement Pas que du tout. soulignait Libération. Non, parce qu'en réalité, les ordres donnés par Solferino, c'est ça qui m'intéresse. Les ordres donnés par Solferino, c'est lorsque vous arrivez en troisième position, vous vous désistez au bénéfice de l'UMP. Et à Forbach et à Hénin, par exemple, les candidats de l'UMP ont dit la même chose, qu'ils se désisteraient pour le PS. Bah écoutez, c'est un aveu extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, ça veut dire qu'ils réfutent tous les deux l'idée de vous voir au pouvoir. Ça veut dire que c'est la même chose. Pas du ça tout. veut dire qu'ils ne sont pas en opposition, qu'ils sont en complicité. Voilà, ils sont en complicité au point qu'ils arrivent à voter les uns pour les autres. On ne s'est pas aperçu à Paris que le PS et l'UMP étaient en complicité vous ne vous êtes pas rendu compte de ça dans la campagne actuelle. Et pourtant, beaucoup de Français se rendent compte de ça. Je ne vous parle pas des campagnes. Les campagnes, c'est un théâtre d'ombre, on fait semblant de se taper dessus. Mais dans les faits, dans la politique économique, dans l'engagement en Libye, en Syrie, dans le positionnement, par exemple, sur l'économie, sur le pacte de responsabilité, c'est pas exactement la même chose que ce que l'UMP avait proposé? Il n'y a rien de troublant à ce que de temps en temps des partis politiques se rejoignent sur des grandes valeurs mais globales. sur quoi ils sont pas d'accord alors? Je pense que le libéralisme et le socialisme, c'est pas tout à fait la même chose. Ah bon? Vous croyez que le socialisme n'est pas un ultralibéralisme aujourd'hui? Je crois vraiment que la politique... Vous croyez que les socialistes qui plaident pour la directive détachement des travailleurs, pour l'ouverture totale des frontières, les socialistes qui sont en train de négocier l'accord de libre-échange, c'est-à-dire la disparition des barrières tarifaires et non tarifaires entre l'Union européenne et les États-Unis, après l'avoir fait avec le Canada, c'est pas de l'ultralibéralisme ça? Mais c'est quoi l'ultralibéralisme alors? À Vénissieux, vous avez dû exclure et prendre position très fortement contre deux candidats qui avaient été élus sur des listes Front National en 2008 et qui ont dérivé. Tout ça contribue toujours à troubler un peu l'image du Front National. Non, je les ai exclus il y a très longtemps. Là, je contestais le fait qu'ils utilisent un nom de liste fait front, qui est en général le nom des listes du Front National. Ils cherchent en réalité à créer une ambiguïté. Donc j'ai dénoncé cette ambiguïté pour que les électeurs ne se laissent pas prendre à ce piège, c'est tout. Alors vous me disiez que le PS et l'UMP c'était pareil. De temps en temps vous êtes victime du même amalgame dans des manifestations, quand il y a des gens d'extrême droite là, qui le revendiquent totalement, qui se disent plutôt de votre famille politique. Ah, ça m'étonnerait bien, parce que alors, je veux vous dire que lisez ce qu'écrivent ces gens d'extrême droite sur moi, vous ne pourrez pas, il n'y a aucune ambiguïté. Sur le Front National, détestent, non, ils me détestent, ils me combattent, ils me mènent un combat d'une rare violence, croyez-moi, peut-être même plus violent à mon égard qu'à l'égard des autres mouvements politiques. Donc il n'y a aucune ambiguïté, et tant mieux, je m'en réjouis. De quelles attaques parlez-vous? D'horreur, des attaques notamment de la part de ces deux extrémistes. Qui se revendiquent antisionistes, antisémites et anti-juifs. Ils sont anti-tout. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de M. Buisson, qui a enregistré ses conversations avec Nicolas Sarkozy lors de ses visites à l'Elysée? La gauche parle d'un scandale d'État. Oui, je trouve ça méprisable. Vraiment, c'est le... Est-ce qu'il vient de votre famille politique? Il était à une minute. Oui, mais c'est quoi une famille politique? Non, il n'y a pas une question. Alors, je sais pas, il a été conseiller de M. De Villiers. Il a été conseiller de M. Bayrou. Il a été très proche de M. Gaudin. Alors, sauf à considérer que tous ces gens sont dans la famille d'extrême droite, c'est pas parce que M. Buisson a été le patron de Minutes qu'il faut nous le raccrocher. Je sais bien que même quand il pleut, c'est à cause du front, quand la Seine monte, c'est à cause du front. Moi, je veux bien, mais enfin, en l'occurrence, il a été beaucoup plus proche de beaucoup de responsables politiques de droite ou du centre qu'il ne l'a été de nous. Voilà. Mais ce qui est problématique dans cette affaire, c'est qu'il y a des enregistrements probablement très sensibles pour la sécurité de l'État, pour la défense nationale peut-être, qui circulent. Donc je crois qu'il faut absolument que les responsables de cette situation, qui sont Nicolas Sarkozy et ses conseillers tout de même, doivent porter plainte pour permettre à la justice de remettre la main sur ces enregistrements et les mettre en sécurité, dans l'intérêt supérieur de la France. En préparant cette interview, j'ai lu quelque part que vous souhaitiez le retour de Nicolas Sarkozy. C'est une blague? Non, pas du tout. On m'a demandé si pour moi c'était un bon adversaire. J'ai dit oui, c'est un bon adversaire. C'est un bon adversaire parce que s'il revient, il reviendra avec son bilan, il reviendra avec ses incohérences, il reviendra avec tout ce qui fait
Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire, je le crois, moi, en réalité, son insincérité politique. Nicolas Sarkozy n'a fait tout au long de sa carrière que de la stratégie. Il prend tel ou tel positionnement parce que c'est un positionnement stratégique. Mais qu'en est-il de ses convictions profondes? Ça reste quand même aléatoire, hein. En parlant de stratégie, pourquoi être 34e sur 35 sur la liste des Nains-Beaumont? Parce que c'est une promesse que j'ai faite aux habitants d'Hénin-Beaumont. Quand je suis venue m'implanter, m'investir dans cette ville, j'ai dit que je resterais à Hénin-Beaumont, que je ne partirais pas ailleurs. Et donc, je leur prouve là que je respecte mes promesses. L'Arabie Saoudite, les Émirats, on voit la liste d'ailleurs des candidats, hein. C'est la règle évidemment de montrer la liste de la totalité des candidats, puisqu'on évoque Steve Briouat, le candidat Front National. David Noël du Front de Gauche, il s'est rallié aux socialistes, hein. Il faut l'enlever. Eh bien, on va l'enlever, on va vérifier tout ça. On va terminer par de la politique internationale à nouveau. Deux petites questions. Une sur l'Ukraine. Vous avez trouvé la position de la France un peu trop rude vis-à-vis de Moscou? Oui, enfin j'ai surtout trouvé que l'Union européenne jouait avec le feu et qu'aujourd'hui elle ne savait plus comment éteindre l'incendie. On a diffusé le feu, d'abord en faisant des fausses promesses à l'Ukraine, en disant qu'il fallait qu'il rentre dans l'Union européenne, ce qui n'est pas la volonté des peuples européens, on le sait bien, je veux dire, on n'en peut plus de l'élargissement, et puis aujourd'hui on leur apporte une aide de 11 milliards. 11 milliards, mais nous sommes des pays en faillite. Donc il faut laisser Nous faire avons la dans Russie. l'Union européenne des pays qui ont 28% de chômage. On n'a plus les moyens de s'en mêler. Vous vous rendez compte, et on trouve 11 milliards pour aller... On n'a plus les moyens de s'en mêler, on laisse... Non, on n'a pas les moyens de s'en mêler. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est régler le problème diplomatiquement. Et le meilleur moyen, je crois, la sagesse, la hauteur dans cette affaire, c'est de ne pas traiter les uns ou les autres avec des termes de mépris ou des invectives, de mettre tout le monde autour de la table pour réussir à maintenir une Ukraine unie, indivisible, mais avec des régions qui puissent être autonomes, une fédération. Alors justement, cette fierté nationale que vous mettez souvent en avant, vous comprenez que la Crimée puisse dire demain, nous on veut être indépendant et on remet en cause les frontières je trouve établies? que ce serait regrettable parce que ce serait un grave échec de la diplomatie. Encore une fois, moi je suis pour l'unité de l'Ukraine, que je considère comme un pays ami, au même titre que la Russie d'ailleurs. Mais il faut donner une autonomie aux régions, car on voit bien qu'il y a la Crimée qui se sent très russe, qu'il y a l'Ukraine russophone et l'Ukraine ukrainophone. Chacun a le droit d'avoir son sentiment, et l'autonomie des régions, une fédération serait à mon avis la meilleure solution. On termine avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui ont rappelé leurs ambassadeurs au Qatar et qui accusent le Qatar de soutenir des mouvements islamistes. Mais ils sont d'accord avec Marine Le Pen. Oui, on peut pas aller jusque-là. J'ai été la seule depuis des années à dire que le Qatar était un pays qui soutenait, finançait, organisait le terrorisme international. J'ai condamné Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont laissé s'introduire le Qatar en France par tous les moyens possibles et imaginables, par tous les financements possibles et imaginables. Et par conséquent, je me réjouis de cette décision, je me réjouis de cette clarification et je demande aux Français de mesurer le danger dans lequel les ont mis ceux qui nous dirigent en multipliant les contacts avec ce pays qui est un pays terroriste. Bien, on va vous laisser la responsabilité de ces propos. Vous remercier d'avoir entamé cette journée avec nous. Marine Le Pen, je rappelle que vous êtes 34e sur la liste de Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Je vous remercie. Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque Denis Jeanbart, Jean-Pierre Denis, Bruno Mazur et